Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de ce sixième cycle de petit déjeuner technique sur le réemploi dans les espaces extérieurs. Il sera aujourd'hui question de réemploi en revêtement de sol particulièrement. Donc, je suis Benoît Royanet, chargé de mission économie circulaire chez Ecopolis et j'animerai ce webinaire. À mes côtés pour cette heure, Marie Pujalon, directrice de projet à la direction de la nature et de la transition écologique d'Est Ensemble. Bonjour. Bonjour. Et Nolan Bouvier, ingénieur paysagiste à l'agence Terre. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui dans les locaux d'Ecopolis tous les deux. Merci pour votre disponibilité et pour la préparation que vous avez mis dans ce webinaire. Alors, avant de commencer, un petit point sur les questions. Vous pouvez les poser à tout moment dans le chat, dans les commentaires, en identifiant bien à qui elles s'adressent. Comme ça, on pourra y répondre. Alors, une partie en direct à la fin de la présentation, et puis les autres a posteriori, et on les rassemblera dans une FAQ qui sera diffusée en même temps que le replay. J'en profite également pour refaire un point rapide sur Ecopolis, donc association qui promeut le changement des pratiques dans la construction et l'aménagement, et qui est maillon francilien du réseau bâtiment durable. Cette association a 4 grands métiers, l'animation, l'information, la formation et l'accompagnement, qui sont déclinés tous les 4 sur le programme d'action économie circulaire spécifique et qui est financé par nos 4 partenaires, l'ADRIEAT Île-de-France, l'ADEME Île-de-France, la région Île-de-France et la métropole du Grand Paris. Côté animation, ça se décline avec l'animation de webinaires comme celui-ci, ce cycle, mais aussi des événements en présentiel comme la journée francilienne qui aura lieu le 7 septembre, nous en reparlerons en toute fin. Et côté information, nous avons récemment enrichi l'espace thématique économie circulaire sur ecopolis.fr d'un projet qui s'appelle le portail construction circulaire, sur lequel vous pouvez trouver différentes ressources issues de la métropole du Grand Paris et de la démarche Métabolisme Urbain 2 de Pleine Commune, avec une foire en question de 50 questions, un book de Rex, une cartographie d'acteurs, et surtout un closier de 107 clauses pour tout type de projet, d'intervention, dont justement des projets d'espace extérieur avec du réemploi justement de pierre, de bordure, ou pavé, du recyclage sur le béton, que ce soit de la fourniture ou de la dépose. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Donc toujours sur le sujet du jour, le réemploi donc, dans les surfaces extérieures. J'en dirai quelques mots en introduction, mais je ne reviendrai pas totalement en longueur sur cette notion qui a déjà été présentée de manière très claire par Élodie Massé la semaine dernière, responsable du pôle circularité des bâtiments et sobriété foncière au CSTB. Donc n'hésitez pas à aller voir le replay déjà en ligne si vous souhaitez en savoir plus. Nous verrons que les surfaces sont probablement le layer des espaces extérieurs dans lequel le réemploi est le plus développé, pavé, clinker ou terre végétale, mais si les stocks de ces matériaux sont de plus en plus fréquents, toutes les maîtrises d'ouvrage n'ont pas à disposition une plateforme pour s'approvisionner. Dans ce cas, comment sourcer des matériaux correspondant aux attentes, comment structurer les marchés, comment tirer parti de ce qui existe déjà et comment s'adapter à la ressource en conception et dans la mise en œuvre. Nous répondrons à ces questions grâce au retour d'expérience du Grand Chemin, présenté ensuite par Marie Pujalon et Nolan Bouvier, qui détailleront spécifiquement le réemploi de pavés et de bordures en pierre, qui sont assez massifs sur ce projet. Ensuite, on enchaînera avec un temps de questions-réponses, comme annoncé, avant de conclure en annonçant les prochains rendez-vous, donc le dernier épisode de ce cycle et les autres événements proposés par Ecopolis. Alors, en introduction, je vais juste faire un résumé. Donc la réemployabilité future, elle est pensée dès les années 70 par Stuart Brand, qui propose de distinguer ce qu'on appelle des layers au sein du bâtiment, donc des éléments avec des durées de vie variables que l'indépendance et la démontabilité permettent de cibler précisément. Le projet FCRBE, ensuite, il propose d'appliquer ça également aux espaces extérieurs en les distinguant en 3 layers, les infrastructures, les surfaces et le mobilier urbain. Donc le premier, ça a été traité la semaine dernière, le troisième, ça sera la semaine prochaine, un épisode dédié. Réfléchir de cette façon, ça permet d'optimiser la maintenance en ne remplaçant que ce qui est nécessaire et en conservant le reste.
et ça facilite un réemploi futur dont on sait que la dépose est un paramètre essentiel. On favorise donc l'indépendance des couches, l'accessibilité et des connexions réversibles, donc la plupart du temps mécaniques si possible. Alors ensuite, quels éléments rentrent dans les différents layers et quelles sont les possibilités de réemploi associées? Donc au niveau des infrastructures, on l'a vu, c'est des réseaux divers. On a parlé la semaine dernière d'infrastructures de franchissement et plus précisément d'une passerelle, mais on aurait pu également parler de soutènement par exemple. Pour les surfaces, on va le préciser un petit peu ensuite, mais donc revêtement de sol, donc tout ce qui est pavé, bordure en pierre naturelle, en béton, en terre cuite. Le platelage bois, il peut aussi être concerné. Là, on ne parlera pas trop de terre, parce qu'il y a plusieurs difficultés avec ça. Déjà, le fait que ça ne soit pas tout à fait rentré dans le scope FCRBE, là, par rapport à ce qui nous occupe aujourd'hui, mais aussi qu'elle est souvent retravaillée, amendée, et on va plutôt parler de valorisation, de recyclage des terres excavées. Et enfin, dans le mobilier urbain, s'insère donc tout ce qui est barrières, potelets, assises, jardinières, qui peuvent être en métal, c'est plus pratique, et certains mobiliers spécifiques qui posent donc plus de questions techniques, donc par exemple des fontaines, des lampadaires, ou voire des jeux spécifiques. Si on repart des livrables FCRBE sur les surfaces, on a donc déjà plusieurs exemples et ressources en Ile-de-France. Donc déjà, il y a des fiches matériaux sur les pavés et bordures en pierre. Il y a un extrait de cahier des charges aussi proposé par FCRBE. Et ensuite, sur Opalis, on a une cartographie de différents fournisseurs. Du côté des exemples, plusieurs plateformes qui existent. La première, depuis 1996, c'est celle de Bonneuil-sur-Marne pour la ville de Paris. Sur 4 hectares, et il y a environ 10 000 tonnes d'éléments pierreux qui y passent chaque année. C'est elle qui a fourni les deux projets, le projet que vous pouvez voir sur la droite, donc la place de la Bastille avec 10 000 bordures de trottoirs qui ont été sciées pour le dallage, et la promenade Nardal, également dans le 15e, avec plus de 240 000 pavés de réemploi qui ont été utilisés. Donc on voit qu'une des solutions, c'est d'avoir des stocks internes sur le territoire pour faire des roulements justement avec le reconditionnement et le nettoyage. Mais donc il y a plusieurs fournisseurs qui existent, et c'est ce que nous verrons dans l'exemple suivant quand on n'a pas de plateforme directe. Du côté du réemploi de pavés de terre cuite, qu'on peut aussi appeler du clinker ou de bois, les exemples qui sont dans FCRBE, le Steenschoten et le bois de navire, tout ça c'est assez spécifique aux Pays-Bas et en Belgique, donc allez plutôt voir le site d'Opalis, on a moins d'exemples en Ile-de-France. De manière générale, pour leur réutilisation, là il faut penser à comparer les propriétés nécessaires entre l'initial et l'endroit final de mise en œuvre, donc la glissance, les charges admissibles, le gel-dégel, l'évolution dans le temps. Donc le passage de matériaux de l'intérieur vers l'extérieur, c'est un sujet spécifique, et comme on peut le voir sur l'exemple du bas avec la brasserie de la Seine à Bruxelles, où le platelage fait intérieur-extérieur. Je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, on va parler en dernier du réemploi de béton. Il y a de plus en plus d'initiatives qui voient le jour. Là aussi, il y a une fiche matériaux dans les livrables FCRBE. Il y a même un guide méthodologique et technique pour le réemploi de béton en revêtement de sol qui a été créé dans le cadre de Répar 2. Il y a un dossier thématique Ecopolis qui est dédié, et il y a un dossier qui est en préparation avec l'ADEME et Bellastock sur le sujet. On peut quand même citer plusieurs exemples. Le Clos Saint-Lazare à Stein avec les prototypes, notamment en opus incertum, suivi par l'allée des postes qui a été faite par Cycle de Ville avec 125 mètres carrés posés récemment. Il y a le quartier Gagarine à Romainville où là c'est plutôt de la découpe de pavés de béton. Et ensuite il y a plusieurs autres exemples, le passage Saint-Pierre, l'habitat 77 à Melun et les traverses béton pour les parkings SNCF. Ça nous permet aussi de parler de découpe et plus généralement de transformation. Pour des matières minérales, c'est du temps, de l'argent, des nuisances et des déchets qui sont produits. Donc c'est quelque chose de non négligeable. Et ça permet aussi la différence entre opus et incertum et pavé, de parler d'un autre sujet, celui de la pose et du jointoiement, qui en fait détermine la facilité à accéder au réseau dessous, à pouvoir réemployer le matériau ultérieurement et à pouvoir infiltrer l'eau dans le sol, mais ça c'est des sujets qu'on va voir effectivement ensemble avec notre exemple.
Pour aller plus loin, sur ce sujet, donc, vous pouvez consulter les différentes ressources FCRBE qui ont été utilisées pour construire cette introduction, que ce soit l'analyse a posteriori des 32 projets, les 36 fiches matériaux ou le guide réemploi en pratique pour les entreprises d'infrastructure où on retrouve les pavés en pierre. Et maintenant, nous allons passer à l'illustration concrète du réemploi de pavés de pierre avec le projet du Grand Chemin. Marie et Nolan, donc je vous laisse la parole et la souris. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, une courte présentation du projet du Grand Chemin. C'est important, je pense, de montrer dans quel cadre on a pu tester cette démarche de réemploi à Est Ensemble. Est Ensemble, donc c'est un EPT de la métropole du Grand Paris qui touche Paris, qui est très dense, on verra sur la carte d'après, et qui n'a pas la compétence voirie. Donc c'est un EPT qui est composé de 9 villes, donc la compétence voirie et au sein des villes, ce qui fait un environnement complexe de gouvernance entre Est Ensemble, les villes, 3 équipes de maîtrise d'œuvre qui travaillent sur le projet, un accord cadre de travaux avec 5 groupements, donc c'est un accord cadre multi-attributaire, des financeurs, et un écosystème de décision complexe qui en fait un projet pas simple, mais dû aussi à son ampleur. Du coup, donc, voilà, le Grand Chemin, c'est un projet à l'est de Paris qui touche Paris, on le verra, et qui entre même dans le 19 et 20e arrondissement, dans un tissu urbain extrêmement dense. Est Ensemble, c'est un territoire qui est très carencé en espaces verts et c'est une des ambitions très fortes du territoire que d'améliorer l'accessibilité et le nombre d'espaces verts pour les habitants du territoire. Aujourd'hui, on est à peu près à 6 mètres carrés d'espaces verts accessibles pour les habitants d'Est Ensemble, quand l'OMS en recommande 10 à 12. Donc il y a un enjeu très fort pour Est Ensemble d'augmenter la quantité d'espaces verts, d'autant que la population augmente et va prendre plusieurs dizaines de milliers d'habitants ces 25 prochaines années, et de renaturer ce territoire qui est extrêmement construit. Du coup, le projet du Grand Chemin, c'est une boucle sur le territoire d'Est Ensemble qui passe par des rues existantes. Donc c'est un projet de requalification de voirie, il n'y a pas d'acquisition foncière, il n'y a pas d'élargissement des voies existantes. On emprunte des rues, on les requalifie de façade à façade pour créer cette boucle sur le territoire qui fait à peu près 36 km de voirie communale sur Est Ensemble, 47 en comptant les départementales et jusqu'à 63 si on compte nos voisins, Paris, Fontenay et Rosny. Elle est née de l'idée de relier de grands espaces verts qui sont sur les coteaux du plateau de Romainville. Donc on voit un petit peu sur cette carte le plateau de Romainville émerger sur l'est parisien. Et l'idée du projet, c'était de relier les parcs qui sont sur les coteaux, ces parcs qui sont nés d'anciennes carrières pas forcément comblées, qui ont rendu ces zones inconstructibles, d'où la naissance de parcs et de grands espaces plantés. Donc c'est un projet d'équipement pour Est Ensemble, une espèce de parc linéaire qui relie ces grands espaces verts, mais également un corridor écologique entre tout cet archipel de noyaux de biodiversité et pour créer une infrastructure linéaire et de grande ampleur. Donc on a 4 grands piliers du projet. Le premier, c'est la renaturation. Donc c'est pas que de la végétalisation, c'est vraiment recréer une nature dans ces villes de façon ambitieuse. On vise 40% de désimperméabilisation du projet, apaiser ces voiries pour mettre le piéton au cœur du dispositif, équiper et activer pour que ce soit des vrais lieux de vie pour les habitants. Donc ce petit schéma illustre un petit peu cette ambition du projet qui est de mettre le piéton au cœur du dispositif.
quand la voiture a été longtemps au cœur de l'aménagement des espaces publics, de réduire fortement les vitesses sur les voies du grand chemin pour laisser de la place à des usages pour les habitants, les riverains, mais aussi beaucoup de place pour renaturer, pour la faune, pour traiter les eaux pluviales à ciel ouvert et éviter les rejets au réseau. Et cette ambition, elle se traduit à travers un dessin technique, une conception qui a été réalisée par l'agence Terre aux côtés d'Est Ensemble sur les dernières années, où justement ce grand chemin qui se décline à travers les 36 km sur le territoire d'Est Ensemble, il a fallu lui donner une identité commune pour qu'on le reconnaisse, pour qu'il puisse participer justement à cette idée d'un lien entre les grands espaces verts, les grands noyaux de biodiversité du territoire. Et pour ce faire, on a créé ce qu'on appelle du coup dans notre projet les typologies. Donc c'était d'un constat d'un état d'une voirie selon sa largeur, selon son trafic moyen journalier, lui donner un profil type qui puisse être employé, qui réponde aux différents usages et qui en même temps vient chercher à remplir des objectifs qu'on lui a donnés à travers une charte qui guide le projet global. Et dans le cadre de ce projet-là, on a défini 4 grandes typologies qui certaines peuvent s'adapter au fur et à mesure des rues rencontrées. Mais on a du coup ce qu'on appelle les rues actives qui sont pour certaines des rues, des zones de rencontre où le trafic lui reste assez important, avec des indicateurs en termes de végétalisation, on cherche un objectif de 40% d'espace vert dessus, et avec un minimum de 25%. Donc ça c'est un élément qu'on vient établir pour avoir un vrai objectif quand on vient discuter aux villes de qu'est-ce qu'il faut valider, de quel est l'objectif de notre aménagement. Et en même temps, c'est dans le cas de ces typologies-là que viennent s'intégrer les éléments de réemploi. On peut le voir sur la première photo de la rue active, le pavé de réemploi, la terre de réemploi qui est utilisée. On voit les murets de bièvre se dessiner dans les espaces verts qui sont faits en bordure de réemploi qui étaient présentes in situ. Les traverses de chemin de fer qui aujourd'hui ont été remployées pour border l'espace public et gérer les déchets et le fil d'eau de la voirie projet. Donc c'est vraiment un dessin type qu'on vient décliner, et notamment à travers un 4 mètres, un 4 mètres partagé, qui est le nouveau profil de cette voirie qui vient en rupture par rapport au triptyque qu'on a en général du trottoir, de la chaussée et du trottoir, qui découpe chaque usage de l'espace public. Là, aujourd'hui, le grand chemin, lui, vient décliner vraiment un 4 mètres qui est totalement partagé, qui est prioritairement pour le piéton, puis le cycle, puis la voiture. Donc c'est vraiment ce dessin-là qui vient se décliner et qui s'adapte, dans le cas des centres, qui sont les rues les plus étroites, à un format un peu plus réduit, qui en général peut aller sur les 3 mètres, mais qui garde toujours ce profil-là d'une bande lisse, donc, qui est faite en enrobé poncé, et les bords en pavé, qui eux sont toujours faits en pavé de réemploi, et les bordures, elles aussi, faites en réemploi, avec des indicateurs, cette fois-ci un peu plus faibles, objectif 30%, parce qu'on ne peut pas on est obligé de garder quand même du minéral, ne serait-ce que pour l'usage dans les rues les plus étroites. Les rues lisières, qui sont des rues qu'on est obligé de maintenir à 30 km/h pour des questions de trafic, qui elles ont disons un profil un peu plus standard, avec une chaussée qui elle reste pour la voiture, avec un contresens cyclable, mais on lui garde des trottoirs de chaque côté, qu'on essaye de retravailler pour vraiment avoir des trottoirs qui soient à minima d'1,80 m, même si la norme d'activité PMR c'est le 1,40 m. Le 1,40 m dans les faits n'est pas si confortable que ça, donc on cherche vraiment à aller un petit peu au-delà des recommandations standards pour avoir un espace public qui soit fait pour le piéton et le plus confortable possible. Et les rues très apaisées, qui est le profil, disons vraiment type du grand chemin, celui qu'on retrouve le plus. Là, c'est vraiment 4 mètres partagés, une zone de rencontre à 20 km/h, et tout le reste est planté, hormis entrée charretière et quelques besoins de places de stationnement ou de commodités d'usage qui sont aménagés sur les côtés, avec un objectif de 40% et un minimum de 25% de végétation d'espace vert. Et dans le cadre de ces typologies-là, il y a aussi un objectif de réemploi, et on s'est donné un objectif de 100% de réemploi sur la totalité des surfaces pavées, sur la totalité des linéaires de bordure, mais aussi on cherche à faire le plus possible pour l'éclairage et le sol, comme ce sera présenté après. Donc vous le voyez sur ces profils, tout est à plat, on est sur vraiment un nouveau paradigme pour les usagers de partager l'espace public. Donc il y avait un enjeu un peu de réinventer, de trouver de nouveaux codes pour que les piétons trouvent leur place dans cet espace partagé. C'est une appropriation qui n'est pas forcément évidente. L'idée, c'était d'enlever un petit peu des codes classiques de la voirie pour
dérouter un petit peu tout le monde et que les automobilistes roulent plus lentement, mais que les piétons trouvent quand même leur place. Donc le choix des matériaux et leur composition était un élément très important, et notamment d'avoir des matériaux qualitatifs qui permettent de transformer ces espaces et de les sortir de leur cadre routier. Donc le Grand Chemin, c'est vraiment un laboratoire pour Reste Ensemble, un laboratoire d'expérimentation sur beaucoup de volets, celui de comment on renature des rues à hauteur de 40% de désimperméabilisation, comment on éclaire des rues qu'on veut être en trame noire, comment on fait approprier un projet de ce type par les habitants, comment on l'active, comment on le fait s'approprier. Et du coup, le réemploi rentre aussi dans cette somme d'éléments à expérimenter. Donc comme le disait Nolan, on a décliné une charte pour... on a 3 équipes de maîtrise d'œuvre, donc pour les 3 équipes, pour avoir un document référence pour ces 3 équipes de maîtrise d'œuvre, mais aussi pour d'autres maîtres d'ouvrage, parce que vous imaginez bien que sur un linéaire aussi important, on croise des NPNRU, des ZAC, des projets des villes dans lesquels la maîtrise d'ouvrage se retrouve à une autre équipe que celle du Grand Chemin d'Est Ensemble. On a également des indicateurs qui permettent de suivre le projet et tant sur à quel point on a répondu aux objectifs du projet, mais qui permettent aussi d'évaluer ce projet au vu de ses ambitions, avec des mesures de température, de bruit, de trafic, de vitesse des véhicules, mais également des écoutes d'oiseaux et de chiroptères, voire de pollinisateurs qui sont en cours avant, après projet, et un suivi à long terme qui est également prévu. Donc maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans la question du réemploi, donc là, ce qu'on va vous exposer, ça rentre dans ce projet du Grand Chemin qui est un peu le laboratoire d'Est Ensemble, projet où Est Ensemble est maître d'ouvrage malgré le fait qu'il ne soit pas compétent en voirie, et ce que porte Est Ensemble en termes d'ambition sur le réemploi, à savoir accompagner le changement des pratiques sur les chantiers, sur tous les projets que porte Est Ensemble, donc tout ce qui est NPNRU, ce qui est ZAC, participer à structurer une filière d'économie locale sur le BTP, et avoir du coup cette mutualisation d'outils d'échange et de matériaux, essayer de faire monter en compétences les professionnels d'Est Ensemble qui pilotent des projets et les villes pour favoriser cette question du réemploi sur tous les projets du territoire. Pour nous montrer quelques chiffres juste sur ce qui a pu être fait sur les premiers chantiers du Grand Chemin, donc c'est les chantiers 2024-2025, donc il y a 4 grandes familles qui ont été de matériaux qui ont fait l'objet de réemploi, les pavés, donc presque 9000 m² de pavés de réemploi, les substrats de plantation, les mâts d'éclairage et les bordures. Donc aujourd'hui, on a à peu près aménagé 3 hectares de projet sur 2,5 km. Donc on a ce bilan de la démarche de réemploi qui a été testé sur les premiers tronçons. Et du coup, un peu comment est arrivée cette idée du réemploi dans le cadre du Grand Chemin. Ça s'est fait à plusieurs niveaux. Est-ce qu'il y avait une ambition de projet qui a beaucoup évolué par rapport aux études initiales, où on montre ici là, les visuels du projet en 2021, où c'était beaucoup plus une stratégie d'urbanisme un peu tactique. On vient juste décrouter, on vient signifier la place du piéton. On n'était pas du tout dans une démarche de reprise de façade à façade. Mais un constat a été fait, c'est que la qualité de l'espace public sur le territoire d'Est Ensemble, sur un bon nombre de voiries, était quand même en mauvais état. Il y avait quand même beaucoup de rues qui étaient totalement abîmées en termes de structure et de revêtement de surface. Donc le projet s'est orienté sur quelque chose qui était beaucoup plus ambitieux pour nous. Il fallait vraiment reprendre l'espace public. On a eu une première orientation qui était de se dire on va tout paver. C'était un peu une démarche, et une démarche un peu type de l'agence Terre, c'est avoir un sol commun, unitaire. Mais cette même ambition s'est confrontée à une autre réalité, c'est l'économie, c'est que le pavé ça coûte beaucoup plus cher. Donc on a dû encore réfléchir
comment avoir un projet qui soit portable financièrement et qui en même temps garde cette grande ambition de renaturation et de requalification qualitative de l'espace public, car le projet qui sert vient requalifier des rues communales tout à fait standards, et au final c'est le projet le plus commun qui soit, à savoir reprendre des voiries. On ne voulait pas que ce soit juste de la requalification, on voulait que ce soit une vraie création d'espace public qualitatif avec des aménités. Du coup, c'était important pour Reste Ensemble et pour la maîtrise d'œuvre de maintenir cette qualité. Donc il y a eu un travail sur le dessin qui vous a été présenté. Donc là, le maintien de la qualité de l'espace public, c'était un élément important et c'est ce pourquoi on a choisi le pavé dans un premier temps. Après, il y avait l'idée d'une identité singulière du projet, c'est-à-dire comment il pouvait s'intégrer dans le territoire d'Est Ensemble, dans ce bâti qui est très hétéroclite. On a des façades, des constructions qui sont très anciennes, donc beaucoup plus récentes, et il fallait un matériau qui puisse faire le lien entre ces différentes ambiances paysagères qu'on traversait et qui en même temps venait atténuer le vocabulaire routier. La route en général c'est de l'enrobé, le pavé était plutôt dédié aux places ou aux entrées charretières en général dans les rues un peu qualitatives. Là l'idée c'était vraiment de décliner le vocabulaire de la place, le vocabulaire de l'espace public qui est commun et partagé pour tous dans des rues qui deviendront demain partagées. Donc c'était un peu là-dessus que s'est basé le choix du pavé pour la qualité, la rupture avec l'ambiance générale d'une rue commune et l'identité de s'intégrer dans le territoire de l'Île-de-France, d'Est Ensemble, qui porte aussi quand même un grand linéaire du canal de l'Ourcq, dont le pavé faisait un peu partie de l'identité. Et ensuite est venu le sujet du réemploi, où l'idée c'était pareil pour Reste Ensemble, c'était un laboratoire pour la maîtrise d'ouvrage, pour tester une démarche et porter et aider une filière en construction qui est intéressante en termes d'efficience et de soutenabilité écologique sur le long terme. C'est aussi pour la maîtrise d'œuvre un projet pour expérimenter, de développer cette compétence, parce qu'on cherche de plus en plus à préconiser à nos maîtrises d'ouvrage le réemploi, des fois c'est accepté ou pas, et pour l'instant le réemploi il est accepté sur des projets vraiment un peu d'envergure, où on a pu le décliner sur le village olympique, mais c'était un projet disons d'événement avec un budget qui allait avec, et c'était voir comment on pouvait faire efficient dans un projet qui est le plus commun qui soit, à savoir la reprise des rues qui sont vraiment pour des riverains. On ne fait pas que le devant de la mairie, que le devant d'un équipement public. Là, c'est vraiment d'aménager au pied des immeubles, au pied des maisons, un espace public de qualité. Et toujours cette idée de créer une promenade identité singulière avec ce pavé qui est un peu plus brut, qui est totalement panaché, parce qu'on ne peut pas trier le réemploi, ça on le verra après. Et il y avait aussi cette idée d'avoir du coup cette efficience pour la mettre un peu en chiffres. C'est un pavé français de réemploi qui lui fait entre 7 et 10 kg de CO2 par mètre carré par rapport à un français, en général c'est du pavé portugais qu'on met, où c'est 60 kg le mètre carré de CO2, c'était pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, par rapport aux 8700 mètres carrés qu'on a pu aménager, c'est 210 tonnes de CO2 qui ont pu être économisées quand on prend les chiffres fournis par l'ADEME. C'est quand même pas rien, c'est 9 ménages français sur un an qui sont économisés en termes de volume de bilan carbone, qu'on peut théoriser selon les données ADEME. Le choix du pavé s'orientait aussi sur son intérêt technique. C'est un matériau qui est très intéressant sur le plan des ICU, donc les îlots de chaleur urbains, par rapport à d'autres matériaux de voirie habituels. Ce qui a un double avantage, c'est que par rapport à un enrobé, qui certes il y a des enrobés drainants, mais sur surface circulaire on ne peut pas les utiliser. Ils sont plutôt dédiés aux zones de stationnement. Là on peut en choisir le joint et de fait la perméabilité. Il y a aussi un albédo qui est assez intéressant, donc ce gradient qui va du noir au blanc sur la capacité de la chaussée à capter la lumière et l'émissivité. Le granit, qui est en général la pierre qu'on retrouve le plus dans ce qu'on peut faire en termes de réemploi, c'est un matériau qui est thermique de jour, ce qui veut dire qu'il va le moins capter par rapport à l'enrobé la lumière en journée et de fait la chaleur qui va avec. Mais il a un problème d'inertie qui est un peu plus important, c'est un matériau qui lui est beaucoup plus dense et par conséquent il va garder cette chaleur un peu plus importante. Mais dans le travail commun du grand chemin qu'on fait avec la renaturation, la création d'une canopée continue, cette problématique de déstockage nocturne elle est un peu réduite par le travail global.
Et ensuite, il y a une autre intérêt technique, c'est que on fait un projet aujourd'hui, quand on l'inaugure, c'est toujours beau un projet, mais 5, 10 ans, voire même pas, euh, d'années après, c'est vite dégradé parce qu'un concessionnaire vient faire un branchement, parce que faut faire une tranchée pour le gaz, pour l'électricité, le télécom. Eh bien, ces reprises, elles se voient et on a du coup ce genre de chaussée qu'on voit un peu partout sur le territoire d'Est Ensemble où il y a des pastilles d'enrobés et qui viennent dégrader au final la qualité du cadre de vie. Le pavé, lui, l'avantage, et qu'il soit de réemploi ou pas d'ailleurs, c'est on peut l'enlever, le remettre s'il n'y a que les joints à refaire. Et au final, on voit ici sur une image, sur l'image à gauche, que c'est une zone qui a été refaite totalement quelques mois après nos travaux, hélas, où il y a un branchement gaz qui a dû être fait. Au final, on ne revoit pas la zone de tranchée par rapport au revêtement alentour. Donc c'était aussi un matériau qui nous semblait intéressant sur même la pérennité totale de la vie de l'ouvrage. Et cette construction, cette ambition de projet, elle s'est faite aussi notamment à travers un tronçon démonstrateur qui s'est fait au Lila, qui lui est terminé maintenant, et qui a maintenant une bonne année, un petit peu plus de vie et d'existence. Ce projet-là, c'est celui sur lequel on a eu la chance, un peu la malchance aussi des fois, de se casser un peu les dents sur notre ambition initiale. On est arrivé en phase esquisse, et même AVP, où côté maîtrise d'œuvre, on s'est dit, bah, c'est comme un projet normal, on a juste écrit réemploi sur notre DQE, et notre BPU et notre CCTP, et on aura du réemploi. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas un projet d'architecture, le grand chemin, c'est pas un projet, on dit je veux ci, donc j'aurai ça. On est arrivé, on voulait du 100% grès, parce que le grès c'est beaucoup plus clair, ça nous semblait bien. On voulait en gabarit 10-20, et en 10-10, on voulait un calpinage, le maîtriser, et en joint mortier. Clairement, dès la première semaine sur ce chantier-là, ça n'a pas fonctionné, parce que l'entreprise nous a clairement précisé, les fournisseurs surtout, bah non, le 19 ça n'existe pas, le 10-10 il n'y en a pas beaucoup et ça part très vite, et en grès il n'y en a pas, il n'y a qu'un granit. Et ensuite, le gabarit que vous pourrez trouver le plus, c'est du 14-20 si ça vous intéresse. Donc, on a fait le choix dans le cadre de ce projet-là, c'est de se dire, il faut qu'il évolue. Il faut qu'il évolue au fur et à mesure de l'opération, qu'il soit propre au tronçon démonstrateur, mais qu'en même temps, ce soit une source d'information pour nous, pour le montage des futurs tronçons. Parce qu'il y a eu un autre tronçon démonstrateur qui est à Montreuil, qui lui aussi a permis de réexpérimenter certains éléments qu'on n'a pas pu voir sur le tronçon démonstrateur. Donc on a pu, à travers ce tronçon, voir que c'était pas comme un projet standard où on dit ce qu'on veut et on l'a. Là, il faut regarder ce qui est possible, ce qui est disponible et faire avec. Et aussi comprendre un peu plus cette filière de réemploi qui est assez différente elle fonctionne un peu, disons, au jour le jour. C'est qu'un chantier, enfin un pavage qui sous voirie est évacué, il est déposé en plateforme, il doit partir le plus vite possible, donc le premier à l'acheter en devient l'acquéreur et peut le mettre en œuvre sur son espace public. Alors que quand on fait disons un pavage qui soit neuf, on définit le pavé et on l'a avec des délais de fourniture qui sont en général plus longs. C'est moins l'avantage du réemploi, c'est que les délais de fourniture sont eux très courts. Donc ce tronçon démonstrateur, il nous a montré certains éléments, l'adaptation au gisement, avec le granit qui est plus important que le grès, des formats imposés par les gisements, on montrera lesquels on retrouve le plus souvent, et l'absence de gisement correspondant aux prescriptions, c'est-à-dire qu'il faut d'abord partir des gisements pour en définir les prescriptions, des spécificités de phasage, qui ont une particularité assez propre à ce tronçon démonstrateur, mais en même temps au grand chemin, c'est-à-dire qu'on aménage des espaces habités. Le soir, les gens doivent pouvoir rentrer chez eux, donc on a tout un travail là-dessus, où le pavé, c'est 25 mètres carrés la journée en général, donc on a dû faire un travail dessus aussi. Et au final de cette esquisse en 100% grès format 10-20, on a terminé avec un projet qui est réalisé en 80% de pavé de réemploi. À certains moments, on n'a juste pas eu de fourniture en réemploi, donc on a dû poser du neuf parce qu'il fallait bien finir les travaux et que les gens puissent rentrer chez eux, avec un pourcentage en 60% grès, avec un format 14-20 et 20-20 sur certaines parties de rue, un 4% en granit, en 14-20 aussi, et des joints émulsions qui ont le mérite d'ouvrir la circulation sous 24 heures. Donc c'est un projet qui a évolué. Côté maîtrise d'œuvre, ça n'a pas gêné vraiment notre besoin de conception, parce qu'au final, je suis bien le seul à savoir qu'il y a un mélange de grès et de granit. Quand on va sur place, ça se voit à peine une fois que c'est circulé. Donc c'est vraiment ce projet-là, et c'est de se dire, en fait, là c'était le premier tronçon démonstrateur, c'est il faut faire avec le réemploi et pas imposer une ambition.
De ces retours d'expérience, ça a permis aussi de voir certains points de vigilance, certains points critiques, notamment les assurances qui sont spécifiques. On est assuré en général pour la maîtrise d'œuvre, mais aussi pour les entreprises, un peu moins pour les établissements publics et les communes, sur ce qu'on appelle des assurances de technique courante. Donc on met en œuvre des choses qui répondent aux normes NF européennes, les Eurocodes, les règles de l'art. Là, le réemploi, il est hors des règles de l'art sur certains volets. C'est-à-dire les volets qui peuvent répondre aux normes, on est obligé d'y respecter, mais certains éléments ne sont pas couverts par les règles de l'art et les normes, notamment autour du gabarit, parce qu'on est sur des pavés qui ont été façonnés il y a un siècle, voire plus, à la main. Aujourd'hui, les pavés, c'est fait à la scie, c'est fait avec des outils de fendage. Donc les altérités ne sont pas du tout les mêmes et ne peuvent pas du tout être imposées de la même manière. Donc on a un point de vigilance côté maîtrise œuvre et tout acteur privé sur un projet qui utilise le réemploi, c'est souscrire à des assurances dites TNC, donc techniques non courantes. C'est-à-dire que c'est discriminer le montant de travaux qui est propre au réemploi et lui faire une assurance qui est spécifique. Le reste des travaux, lui, peut faire l'objet d'une assurance de technique courante. Et ensuite de ces prescriptions, il y en a une autre, c'était en point de vigilance, c'était comment rédiger un marché. Un marché, ça va se rédiger de manière beaucoup plus souple. Au final, on a fini par écrire alors certaines lignes de poste qui étaient spécifiques au remploi, à savoir la dépose soignée, c'est-à-dire nous-mêmes sur nos travaux, quand on arrive sur le tapis, il y a du pavé, il faut qu'on l'enlève, il faut qu'on le nettoie, il faut qu'on l'enlève proprement, d'où le soigner, le mettre en big bag, le transporter et le stocker. Et ensuite, selon le typologie de jugement, s'il est in situ, ex situ, il faut lui faire un tour en plateforme parce qu'il y a une finition nécessaire, ou bien c'est réfléchir directement à sa destination. Ensuite, il y a la recherche de fournisseurs, c'est aussi un temps nécessaire aux entreprises, donc c'est quelque chose qu'on a cherché à valoriser dans les DQE et les BPU. Et ensuite, c'est d'écrire par nature et calibre. Donc là, c'est avoir une rédaction qui est beaucoup plus souple. On ne demande pas un pavé de telle et telle taille. Là, on était entre telle et telle taille, calibré, trié, ce qui est quelque chose d'extrêmement important pour sa mise en place. Et ensuite, des finitions de surface et nettoyage qui sont nécessaires. C'est des pavés qui sont en général sont bruts, qu'on a besoin de venir scier. Du coup, on a deux types de réemploi qu'on va rencontrer, le in situ et le ex situ. Le in situ, c'est-à-dire que le matériau il est présent sur le site de travaux et c'est à nous de le traiter, de voir ce qu'on peut faire. Et le ex situ, c'est-à-dire qu'il vient d'un autre chantier qui passe ou non par une plateforme. Du coup, dans les deux cas, on a une étape assez importante, c'est l'analyse du potentiel de réemploi du matériau. Ce matériau-là, c'est quel est son gabarit, est-ce qu'il peut être utilisé sur une zone piétonne, c'est-à-dire son gabarit est assez calibré pour être confortable une fois qu'il est jointoyé, parce qu'au final, notre projet, ça reste une zone piétonne vélo. Quand on a un pavage qui ressemble plus à une multitude de dodanes, ce n'est pas vraiment employable, et on a eu ce problème-là sur le tension démonstrateur. Et ensuite, c'est le choix de la destination. Quand c'est une zone de pavé enherbé qui a vocation à rester brute dans notre projet, on n'avait pas besoin de le traiter, on avait juste à l'enlever, on pouvait le réemployer sur place. Après, il y avait une autre question qui est une problématique qui est un peu qu'on rencontre sur le sujet, et avec l'absence de la compétence voirie d'Est Ensemble, c'est qu'il faut les stocker. Le grand chemin, certes, il fait 55 km de long, mais il fait que 10 mètres de large. Donc on n'avait pas la capacité à stocker sur nos sites. Il y a eu ce besoin de trouver des plateformes qui étaient faites avec d'autres acteurs du territoire, que ce soit pour l'in situ, le ex situ aussi, il fallait le stocker temporairement, ou bien c'est l'amener au fur et à mesure. Mais c'est des commodités de logistique un peu plus importantes. Donc de ces deux types de gisements s'ensuit un peu trois chemins différents pour le matériau propre, quel qu'il soit. C'est savoir est-ce qu'il est utilisable en état, est-ce qu'il faut le stocker ou l'évacuer, ou est-ce qu'on le stocke sur un site, sur une plateforme, et ensuite où est-ce qu'on peut le mettre en œuvre. Et ensuite, il y a toujours cette étape assez importante, c'est de savoir est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas. Un granit, ses qualités intrinsèques font qu'il est utilisable en l'état, quel qu'il soit, normalement, puisque la valeur, disons, de résistance à la compression, elle est théoriquement tout le temps bonne, ce qui n'est pas forcément le cas du grès, où certains grès sont par exemple en résistance à la compression à 60 mégapascales, ce qui est en deçà de la norme pour une classe de trafic T4 de ce qui est déployé dans le cadre du projet de Grand Chemin. Donc c'est un peu ça les points de vigilance qu'on a à voir et les trois cheminements qu'on a dans notre projet qui sont vraiment en corrélation avec où va aller le pavé. Donc, comme l'a dit Lonan, il y a un enjeu important sur la question du stockage. Est Ensemble n'est pas compétent en voirie, donc on n'a pas de régie, on n'a pas de site de stockage ou de plateforme comme celle de Bonneuil pour la ville de Paris.
On a cherché des terrains pour pouvoir faire des stockages temporaires pour nos travaux, mais la difficulté de trouver dans un tissu urbain dense des terrains sur lesquels on a de la visibilité, enfin de la pérennité en tout cas, pour pas avoir à changer de terrain tous les 6 mois, elle est complexe. D'autant plus que amener des matériaux, les décharger, les recharger, voire des fois devoir avoir une intervention dessus, que ce soit les scier, les trier, c'est très bruyant. Donc on a eu certaines déconvenues sur un premier terrain, sur la proximité avec des habitations et la non-compatibilité d'avoir un terrain proche d'habitation. Voilà, on continue à travailler sur la recherche de plateformes de stockage, pas encore de plateformes de traitement, mais au moins de stockage pour le besoin de nos chantiers, pour pouvoir accueillir des stocks, que ce soit des pavés qu'on trouve sur nos chantiers et faire de l'in situ avec un système de stockage temporaire, ou pouvoir accueillir des stocks de pavés ex situ qu'on trouverait intéressants et qui pourraient être utilisés sur de futures rues. Et cette stratégie du in situ elle a permis de rencontrer un certain nombre de problématiques, à savoir vérifier le potentiel des matériaux. On enlève des matériaux qui sont existants, ils ne viennent pas d'un fournisseur, il n'y a pas de fiche produit qui permettent de garantir le bon respect des normes sur ces produits-là, ce qui peut entraîner un certain nombre de problématiques en cas de sinistre, sur lesquelles il n'y a pas vraiment de solution parce qu'en fait on ne sait pas ce qu'on va poser. Donc c'est un peu un partage des responsabilités là-dessus, c'est de se confirmer que le matériau il est possible à utiliser en l'état, et ce qui est le cas un peu de la problématique de la résistance à la compression pour le gaz à granit qui a été évoqué précédemment. Ensuite, il y a la question de la mise en stock qu'a évoqué Marie, et la question de la logistique. Celui qui enlève, ça peut être notre chantier, mais ça peut être aussi un autre chantier. On a eu le cas au Lila, mais c'était la même entreprise, donc elle s'est autogérée. Et la responsabilité des acteurs, à savoir qui prend la responsabilité d'un produit qui n'est pas qualifié, dont aucune trace vient prouver le bon respect des normes. Et ensuite, il y a une problématique de surface, il faut bien les déposer. Un big bag, c'est 4,5 mètres carrés, mais quand on oppose 8700, ça fait beaucoup. Et on a difficilement la place de gérer autant de volume sur nos chantiers qui sont assez restreints. Ensuite, il y a le cas du réemploi ex situ. Le réemploi ex situ, c'est celui qu'on utilise le plus au final sur le grand chemin, c'est le plus pratique, même s'il entraîne un petit peu plus de transport et du coup un bilan carbone un peu plus important que l'autre stratégie, mais c'est celui qui permet de gérer les volumes les plus importants. Cette stratégie-là, elle repose sur un tissu existant de fournisseurs de réemploi. On peut les citer, ceux qui nous fournissent dans le cadre de ce projet: Cosuta, DPA, REP qui est dans le 91, Europierre, Pavé de rue, qui ont fourni les pavés dans le cadre du grand chemin. Donc ça réintègre un process assez normal de gestion et d'approvisionnement de fournitures, à savoir on a une ligne de prix dans notre marché de travaux, l'entreprise se fournit chez un fournisseur pour répondre à cette commande-là. Et la dépendance, par contre, c'est comme on a évoqué, ça dépend des stocks de fournisseurs. Aujourd'hui, par exemple, à ce stade-là, on sait que les stocks sont très restreints, mais en même temps, il y a eu un arrêt assez important des travaux avec la période électorale, et ça commence à reprendre un petit peu au fur et à mesure. Donc c'est vraiment une variabilité des stocks et du type de gisement. Ce qui est un peu le cas de ce qui est évoqué dans son démonstrateur, c'est qu'à un moment, on est parti en 14-20 et on a fini en 20-20 parce qu'il n'y avait que ça chez le fournisseur pour nous fournir dans les temps nécessaires. Ensuite, du coup, dans les différents gisements qu'on peut trouver chez ces mêmes fournisseurs et qu'on peut rencontrer le plus possible, on a le pavé mosaïque, donc c'est le 8-8, le 10-10 qu'on retrouve beaucoup, mais qui part très vite. Celui-là, il est très commandé. Alors, il y a un certain nombre d'intérêts, notamment la mise en œuvre sur le plan technique, c'est réputé pour être le plus résistant, puisqu'il permet des poses en arceau, donc une répartition des charges qui est la plus pertinente. Il a un confort piéton qu'on juge de notre côté quand même un peu plus faible parce qu'il induit des surfaces de joints plus importantes. Il reste quand même fréquemment employé, on le voit beaucoup à Paris. Il a un coût de mise en œuvre qui est plus important, mais qui est surtout facteur du temps de mise en pose, parce que c'est plus long, il faut en poser deux pour faire l'équivalent d'une surface d'un pavé en 14-20. Et structurellement plus efficace, mais il a des joints beaucoup plus hétérogènes. Il y a ensuite le pavé de Versailles, donc ça on le retrouve beaucoup dans toutes les cours de bâtiments historiques, c'est le 15-15, 20-20,
Du coup, lui, il a des disponibilités qui sont beaucoup plus faibles. Il a un confort piéton qui est essentiellement facteur du type de joint, parce qu'il aura des joints très hétérogènes. C'est vraiment des pavés qui sont très façonnés à la main et à des calibres très, très hétérogènes, comme on peut le voir dans la photo juste en dessous, et des mises en œuvre qui sont assez pratiques, mais en même temps complexes dans le bon alignement des joints. Et il reste assez peu employé dans l'espace public parce qu'il y a relativement peu de stock de manière générale. Et nous, de retour d'expérience, on a plutôt un point d'alerte sur le fait qu'il est plutôt dédié à un jointoiement en joint hydraulique. Et ensuite, c'est le pavé échantillon, donc le format 14-20, 15-20, qui est celui qu'on réutilise le plus en cas du grand chemin, parce qu'il a l'avantage d'être beaucoup plus calibré que les deux autres typologies, beaucoup plus important en termes de disponibilité de volume, un confort piéton qu'on trouve plus intéressant, c'est un mix en fait entre ce grand pavé 15-15, 20-20 et le 10-10, et une mise en œuvre qui est assez pratique parce qu'il est justement bien calibré, il permet de faire des linéaires assez importants, et il reste quand même fréquemment employé, donc c'est quelque chose qui est assez utilisable dans l'espace public et des stocks assez importants. Ça. Euh, des problématiques rencontrées, il y a aussi les finitions de surface. C'est-à-dire on a un produit qui est en général brut, donc pour en faire pour un espace piéton confortable, on a dû définir des finitions et qu'elles étaient plus adaptées. On a toujours eu cette idée de définir des destinations, c'est-à-dire le au plus pratique, c'est le pavé enherbé quand il est brut, parce qu'il n'y a pas besoin de le retraiter, il faut juste qu'il soit nettoyé. Mais ensuite, il y a le sillage. Euh, pour lui donner une autre finition. Ensuite, il y avait l'autre problématique qui était l'adhérence, c'est-à-dire il faut quand même observer un certain seuil à avoir et où on doit dépasser 64% d'adhérence, ce qui a été le cas avec du coup les joints sciés, enfin qui sont dit bruts de sillage. Et ensuite, c'était toutes les finitions qui étaient soit brutes, mais on ne pouvait pas le poser. Il y avait le bouchardé et le ponçage qu'on a pu mettre en œuvre sur le cadre du grand chemin. On peut voir ici toutes les problématiques de joints, donc en termes de calibrage avec le pavé de Versailles et le pavé, lui, échantillon, qui était quand même beaucoup plus calibré et qui nous semblait beaucoup plus important à cette première étape au final qui a précédé le chantier, qui était celle des planches test pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire, parce qu'on n'allait pas faire sans savoir 55 km de voirie. Du coup, à ce stade-là du projet, on est parti sur le pavé poncé. Ça nous semblait intéressant parce qu'on avait des pavés in situ et le ponçage, il avait l'intérêt de ne pas avoir besoin de renvoyer en plateforme. Si on enlevait le pavé qui était présent sur site, on le reposait brut et on venait le poncer. Ça évitait toute une étape de transport, d'amener et de repli pour le projet afin qu'il soit emmené dans une plateforme qui est le tri. Là, on pouvait le faire in situ. Euh, Toutefois, ça entraînait quand même une problématique sur les joints. On a eu un mauvais retour d'expérience, c'est une problématique qui est un peu propre au réemploi, et ce sur quoi elle est un peu hors de la norme. Le ponçage, il enlevait à 3 ou 5 000, donc juste quelques millimètres, et ce qui faisait que le joint il était beurré par rapport à ses surfaces, il venait se finir sur des angles aigus qui fragilisaient ses bords, ce qui a entraîné un creusement assez important sur les joints émulsion. Donc on a mis la photo d'un petit sinistre qu'on a eu, on a dû reprendre ces joints-là. Et c'était une problématique qu'on avait rencontrée, c'est que quand le joint est mal calibré, quand les joints sont trop hétérogènes et que cette variabilité, cette exposition à l'arrachage du fait qu'il soit arasé dû au ponçage, ça a entraîné un vieillissement prématuré du joint, ce qui nous a imposé de les refaire pour revenir à raser à moins 3000, comme on fait pour un pavé scié, la surface du joint. Cette problématique-là, maintenant on y échappe à travers le choix d'une finition qui est sciée, donc on n'est plus trop sur la finition poncée qu'on a pu mettre en œuvre sur le tronçon démonstrateur. Le sciage a l'avantage de descendre un peu plus bas en centimètres, parce qu'en général c'est des pavés de remploi, ils font 14 cm d'épaisseur. Là on vient découper à 12 cm d'épaisseur, ce qui fait que le joint est lui beaucoup plus resserré, puisqu'on n'est plus sur cette partie haute un peu ovale qui est très hétérogène. Là on est sur une surface qui nous permet de maîtriser un peu plus le joint, parce qu'on doit théoriquement, selon la norme, avoir une tolérance pour un joint clivé qui soit à 1,5 cm sur chaque champ, plus l'épaisseur de joint qui lui est facteur du matériau de joint. Sur le pavé émulsion, on doit observer 1 cm de joint. Donc on avait une addition qui menait des fois à 3 cm de delta, mais avec le ponçage, on était sur 5 cm de delta de joint, ce qui, en cas de creusement, entraînait un inconfort total important. Donc ici, parce qu'on a l'impression de dire beaucoup de mal du réemploi, mais ça nous permet quand même d'avoir un beau projet et de traiter certains éléments de détail et de voir comment on a pu dispatcher justement ces gisements en fonction de la destination. Donc c'est le cas par exemple ici du pavé brut qu'on a envoyé dans les stationnements vélos parce qu'on
c'est juste des gens qui viennent poser leur vélo, l'accrocher à un arceau à vélo. Il n'y a pas une recherche, un objectif de confort d'usage important. Par contre, sur la zone qui elle est circulée par les piétons, les voitures, les vélos, là on est venu décliner le pavé scié. Donc on peut voir un peu aussi le delta entre les joints du pavé brut qui sont beaucoup plus larges et les joints du pavé scié qui eux sont beaucoup plus restreints, beaucoup plus calibrés, mais qui restent toujours beaucoup plus importants qu'un pavé qui est scié neuf. Mais c'est quand même une particularité sur laquelle il faut accepter et le désalignement un peu courant qu'on peut avoir. Il y a aussi une autre partie du grand chemin, c'est que ça reste assez maçonné dans ses détails. Donc on peut voir ici que sur certains éléments de maçonnerie, on n'a pas la nécessité d'avoir des pavés très bien calibrés, mais on peut venir construire des détails de fil d'eau, de pieds de façade avec les pavés. Ça nous permet vraiment de venir dispatcher quand on a très peu de gisement, de dire bah, c'est priorité cet élément-là, ce détail-là du projet qui nous permet de venir détailler. Donc ici justement le pied de façade, où pour éviter les problèmes un peu d'étanchéité, on vient minéraliser avec une bande pavée qui en même temps permet aux gens d'aller accéder à leurs fenêtres pour les nettoyer ou autre. Les finitions différenciées, donc on peut voir le trottoir ici qui lui il est en pavé scié, en pavé de Versailles scié, et cette zone de pavé enherbé, on l'a faite, enfin du moins l'agence Babylone qui porte le tronçon de Bagnolet, l'a faite avec du pavé enherbé en pavé mosaïque parce que c'était une zone un peu plus secondaire, une excroissance de l'espace public pour le piéton. Ça a sauté de ligne. Et du coup, c'est ici un peu voilà, les détails de pieds d'arbre où on peut venir un peu s'amuser. Le ponçage qui vient se terminer, qui vient se transformer en pavé enherbé. Et ici, un peu le profil du grand chemin, donc cette bande de pavé qui est sur le côté, posée en long, en pavé scié. Donc on peut voir quand même qu'on arrive à obtenir un bon détail de calibrage et d'alignement malgré l'altérité des champs des joints. Donc ici, c'est un peu les images de rendu de projet. On peut voir les différents rendus, les bordures, le pavé qui vient se décliner, la surface enrobée qu'on a dû intégrer dans le cadre du projet, tous les détails de chaînettes qu'on peut faire facilement en pavé de réemploi avec ceux qu'on trouvait sur place, les espaces de stationnement vélo en pavé de réemploi, ici des zones en 100% grès par rapport à des contraintes et des respects de cahier des charges d'architectes des bâtiments de France. Et ensuite, un peu des images globales de projet, on peut voir justement cette répartition des pavés et qui donne quand même au final à l'aménagement une identité assez propre, assez singulière. On n'est plus du tout sur une rue standard, quand ici aujourd'hui c'était vraiment un trottoir encombré de potelets et de barrières. Et ici du coup la rue Pierre de Montreuil à Montreuil, on peut voir justement les petites chicanes, les petites placettes, les bordures en bois de réemploi qui viennent de travers de chemin de fer. Donc on arrive à obtenir à travers le remploi comme un projet d'espace public qualitatif avec ce travail sur la répartition des gisements pour s'économiser le plus possible de la production de déchets et de transport. Et pour finir, donc, les éléments qui nous semblent importants pour aller vers une démarche de réemploi dans les chantiers, c'est de définir très en amont la stratégie de réemploi pour la maîtrise d'ouvrage. Donc, intégrer cet objectif dans les marchés de maîtrise d'œuvre, c'est extrêmement important pour que dans les mémoires des équipes qu'on retienne, il y ait cette appétence ou des compétences particulières sur l'objectif de réemploi et que ce soit intégré dès les prémices des études de maîtrise d'œuvre et que les équipes intègrent ça dans leur mémoire. Et du coup aussi pour la méthode en termes de points en retour d'expérience, c'est d'apprendre à diagnostiquer les gisements in situ. Donc même pour nous, c'était une grande étape un peu de comprendre cette filière-là. On a visité 3 plateformes différentes avec les équipes d'Est Ensemble pour discuter justement avec ces acteurs-là et de s'informer un peu au fur et à mesure des potentiels. Donc là, on est censé reprendre les chantiers dans un mois et on est bien obligé de s'informer pour savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose en pavé. Il y a aussi d'apprendre à adapter sa conception, c'est-à-dire que là, clairement, par rapport à un chantier standard, j'aurais dû faire déposer des rues parce que ce n'était pas conforme au plan, mais en fait, on est obligé de s'adapter au gisement, à ce qui peut exister. Le point d'attention sur les assurances qui sont propres aux acteurs privés, l'établissement des dossiers marchés où on doit faire un peu différemment et savoir pallier aux modifications techniques en cours de chantier. La destination des matériaux, c'est vraiment de réfléchir, on a ce stock-là, où ça va pour réduire le plus possible.
et être très vigilant sur, même s'il y a une altérité qui est propre au pavé de l'emploi, s'il faut quand même chercher à optimiser le plus possible la pose et la travailler le plus possible pour qu'elle soit quand même bien calibrée, qu'on respecte au plus les normes et les bonnes règles de l'art qui sont établies pour avoir un ouvrage qui soit fonctionnel et pérenne dans le temps. Et la définition, aussi des définitions nécessaires sur la destination, c'est vraiment un travail itératif entre ce qui est attendu, ce qu'on peut faire et les délais qui nous sont fournis. C'est un peu tout ça qu'on retient du cadre du Grand Chemin, c'est une capacité à s'adapter, mais garder quand même des ambitions qui sont importantes pour la pérennité d'un ouvrage. Merci à tous les deux pour cette présentation. On va peut-être prendre une question dans le chat. On va pas avoir le temps d'en prendre d'autres, mais vous pourrez y répondre ensuite. C'était une question justement sur la question du coût du sillage, du ponçage et de la potentielle glissance ensuite de la pierre de ces pavés après cette opération de transformation. Globalement, les trois finitions permettent de respecter les recommandations en termes d'adhérents, donc être supérieur à 64. On était globalement entre 65 et 85 sur les trois finitions citées. C'est sûr que la transformation, elle induit un coût supplémentaire. Globalement, le moins cher restait le brut parce qu'il n'y avait rien à faire. Le sillage et ensuite le ponçage, après ça reste quand même extrêmement facteur des entreprises, des offres auxquelles on répond. Donc c'est toujours un peu difficile quand même de valider, d'affirmer quelle hypothèse est la moins chère, mais disons que les deux finitions les plus courantes, parce que pour ça c'était un peu, même pour l'entreprise, un premier test, donc même elle a calibré son prix sur le tronçon démonstrateur, ça reste quand même le choix du brut et du scié qui sont en termes de coûts globaux les plus intéressants. Après le réemploi il induit d'autres coûts, c'est la dépose, c'est la mise en big bag qui représente quand même des coûts significatifs, mais en même temps c'est une démarche qui est subventionnée, donc quand il y a toute la mise en œuvre et la prise en compte des subventions, ça reste plus pertinent au final, je pense, d'être en réemploi qu'en neuf par exemple. Et peut-être une deuxième question sur les essais. Est-ce qu'il y a des essais qui ont été menés, que ce soit en laboratoire ou autre, par justement les entreprises travaux pour s'assurer des caractéristiques techniques? Et ou sinon, est-ce qu'il y a eu justement un débouché différent, que ce soit sur la voirie ou pour les piétons, en fonction de ces caractéristiques techniques? On l'a fait, alors après il y a les premières caractéristiques qui se voient directement, c'est l'épaisseur. Clairement quand on avait un gisement qui était peu épais, c'est directement trottoir, voire pas utilisable du tout parce qu'on reste dans de l'aménagement public. Après quand on a une bonne épaisseur, on peut l'utiliser où on veut. Ensuite sur les tests, normalement le fournisseur donne directement les caractéristiques techniques, donc qu'il soit un fournisseur de réemploi ou pas. Après le gisement in situ, c'est comme on l'a dit, on ne peut pas savoir et en fait on trouve de tout. Il y a du grès, il y a du granit, il y a des gabarits qui sont la taille qui font 30 cm sur 40, ce n'est même pas vraiment des vrais pavés. Donc on ne peut pas vraiment se permettre d'analyser in situ. On est obligé un peu de se baser sur les caractéristiques intrinsèques à chaque typologie de roche, à savoir le grès et le granit qui sont celles qui en retrouvent le plus. Pour définir nos choix. Mais par exemple, dans le cas du Grand Chemin, on a proscrit totalement le calcaire parce ses caractéristiques peuvent être trop facilement en deçà des recommandations techniques. Il y a un petit point qui est important, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu d'essai en laboratoire, mais ce qu'on a appelé tronçons démonstrateurs ont été en fait des tronçons sur lesquels on a testé ces techniques-là. Nolan l'a bien expliqué, on a beaucoup évolué entre les premières rues et les prescriptions qu'on peut faire maintenant. Parce qu'en fait, il y a des choses en laboratoire même en fait à la livraison des aménagements qui ne sont pas forcément les mêmes 1, 2, 3, 6 mois après. Et du coup, voilà, c'est un petit peu difficile d'avoir, comme dit Nolan, vu l'hétérogénéité des matériaux, des tests en laboratoire qui sont fiables. Mais c'est vraiment les tests in situ qui nous ont permis d'évoluer. La largeur des joints, on en a un petit peu parlé, mais ça a été un vrai sujet parce que quand les joints sont larges et se creusent, vraiment le confort piéton et pour tout petit véhicule roulant, à savoir trottinette, poussette, vélo, c'est assez désagréable. Donc c'était vraiment un point extrêmement fort pour nous d'allier le réemploi, mais pas au détriment du confort piéton, du fait que c'était un aménagement
pour le piéton, et donc il fallait qu'il s'y retrouve, y compris sur les zones pavées. Donc voilà, finalement, c'est le grand chemin qui est le laboratoire et sur lequel on évolue constamment. Et sur 2,5 km de voirie, on a beaucoup évolué entre le premier tronçon et le dernier. Merci. Alors pour aller plus loin, vous aviez mis quelques ressources pour aller voir ensuite, justement pour continuer sur le sujet. Pour conclure, il y avait également sur ce projet-là du réemploi de mâts d'éclairage. On parlera plus précisément de ce layer dans l'épisode suivant du cycle réemploi dans les espaces extérieurs. Donc la semaine prochaine, jeudi 25, même horaire, 8h30, 9h30 sur le LinkedIn Live d'Ecopolis sur le mobilier urbain, comment rééquiper l'espace public en réemploi. Vous pouvez d'ores et déjà aller voir le replay disponible du premier épisode sur les infrastructures. Dans les autres rendez-vous économie circulaire dont je vous en parlais tout à l'heure, la 5e journée francilienne économie circulaire dans le bâtiment et l'aménagement qui revient cette année à Césure, ça sera mercredi 16 septembre de 9h à 18h, donc on pourra continuer à parler de ces sujets ensemble. Plus d'informations donc sur ecopolis.fr pour avoir le programme. Sinon, dans les autres événements d'Ecopolis, nous avons la visite d'un centre de géothermie ce vendredi, donc demain. Vous pouvez scanner le QR code pour plus d'informations. Le webinaire froid en établissement de santé qui aura lieu mardi 30 juin de 11h à 12h15. Et le même jour, qui fait concurrence à notre événement, la visite du Grand Chemin. Donc si vous voulez aller voir le projet après cette présentation, on ne sait pas s'il y a encore énormément de places disponibles, mais n'hésitez pas à y aller, à aller vous inscrire. Ça sera donc organisé par le CAUE 93, mardi 30 juin 2026, de 10h à midi. Et une dernière visite côté matériaux géosourcés avec la visite de la carrière de Noyant le jeudi 2 juillet, donc de 9h15 à 14h. Là aussi, vous pouvez retrouver toutes les informations ensuite. Et le tourbus Chanvre, mardi 7 juillet, dans le parc naturel régional du Gâtinais français, avec la visite de 3 projets, d'une chanvrière et d'un champ, donc pour voir l'ensemble de la filière du champ à la mise en œuvre. Ça sera organisé avec le soutien de la région Île-de-France. Ensuite, quelques formations côté BDF et QDF, les prochaines dates. Les prochaines commissions BDF le 23 juin et le 9 juillet. N'hésitez pas à aller vous inscrire pour y assister. L'ensemble de ces événements vous est proposé gratuitement. On vous propose d'adhérer à Ecopolis pour justement soutenir les programmes d'action et nous permettre de continuer à proposer ces événements, webinaires, présentiels, pour continuer à pouvoir en organiser justement le plus régulièrement possible. Il y a d'autres avantages sur des tarifs réduits sur certaines formations, des accès prioritaires pour certains événements où il y a très peu de place, pouvoir valoriser des travaux, des réalisations. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et à télécharger le bulletin d'adhésion pour 2026. C'est l'heure pour moi de clore donc, ce webinaire. Merci à tous les deux pour la préparation justement de cette intervention, pour avoir présenté le projet du Grand Chemin. Merci à toutes et à tous d'avoir encore été nombreux à suivre ce webinaire en direct. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci.